Il y a des procès qui ne concernent pas seulement l'accusé, mais qui interrogent aussi l'ensemble de la société. Celui du docteur Bonnemaison, qui s'est donc ouvert aujourd'hui à Pau, est de ceci. En aidant 7 de ses patients âgés à mourir, a-t-il respecté son serment de médecin ou a-t-il franchi la ligne rouge? On va en parler avec Jean-Luc Romero. Bonsoir, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et Henri de Sauce, bonsoir, d'Alliance Vita, association qui se mobilise pour la protection des personnes âgées fragiles. Par téléphone avec nous aussi, Patricia Doge, veuve d'un des anciens patients du docteur Bonnemaison. Bonsoir Madame Doge. Bonsoir. Première question, pourquoi être venu témoigner aujourd'hui en faveur de celui qui a aidé votre mari à mourir? Parce que grâce au docteur Bonnemaison, mon mari a pu finir ses dernières heures dignement. Il est dommage même que le docteur Bonnemaison n'ait pas pu être là avant, parce qu'il a souffert de nombreuses heures avant. Mais enfin, toute la famille était là et il y avait ses 3 enfants et moi présents. Et voilà, heureusement que le docteur Bonnemaison était là. C'est vrai que dans votre cas, vous étiez informé de ce qui allait se passer. Ce n'était apparemment pas le cas de toutes les familles de victimes. Est-ce que vous auriez accepté ce geste sans avoir été mis au courant ? Oui, sachant qu'il souffrait énormément et que, je l'avais vu dans la nuit qui précédait sa mort, en fait, il s'était vidé complètement de ses organes. Enfin, pas complètement, c'était un mot bien grand, mais il y avait des morceaux qui étaient sortis de l'intérieur. Et donc, c'est une souffrance inhumaine. Ensuite, il a été attaché, les bras, les pieds, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus respirer. Donc oui, évidemment que j'aurais accepté, oui. Alors vous restez avec nous si vous le voulez bien. C'est vrai qu'il y a eu cette question aujourd'hui pour cette première journée de procès. Tout le monde n'était, semble-t-il, pas au courant, pas toutes les familles en tout cas. Le docteur Bonnemaison a reconnu ce qu'il a appelé sa difficulté à associer les familles aux décisions. Voilà ce qu'il a dit tout à l'heure à l'audience. Donner le choix à la famille de prescrire ou de ne pas prescrire la sédation, c'est quelque chose de délicat, une source de culpabilité. Jean-Luc Romero, est-ce qu'un médecin peut prendre seul cette responsabilité selon vous? Moi, je ne veux pas juger le docteur Bonnemaison, il est lui-même devant une cour d'assises. Moi, je pense qu'il a agi par compassion et qu'on montre les lacunes de la loi Leonetti. Mais le combat, en tout cas, que je mène avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est que ce soit celui qui est dans le lit qui décide, c'est-à-dire le mourant. Alors qu'aujourd'hui, on le voit très bien, c'est ceux qui sont autour du lit qui décident, que ce soit les soignants ou les héritiers. Je pense c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui une autre loi. Mais en ce qui concerne le docteur de Bonnemaison, il a agi avec compassion et il a utilisé ce que la loi Leonetti ne lui donnait pas. Parce que la loi Leonetti, c'est quoi? C'est on arrête de vous hydrater, on arrête de vous alimenter, vous mettez des jours à mourir de faim et de soif. Je crois que c'est pas vraiment une solution très humaine. Et c'est pour ça que beaucoup de médecins ont beaucoup de mal à s'emparer de cette loi. Henri de Sauce. Alors, je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail sereinement. Moi, ce que je veux surtout dire, c'est que en tant que service d'écoute qui s'appelle SOS Fin de Vie, où nous écoutons beaucoup de personnes âgées ou en fin de vie ou des familles, en fait, on veut protéger nos anciens, on veut protéger nos parents, nos grands-parents, les personnes âgées en fin de vie qui risquent d'être menacées d'exclusion, voire de maltraitance. Et la pire des maltraitances, c'est, semble-t-il, ce qui peut se passer, comme on voit dans ce procès, où on peut mourir sans être préparé. Mais je voudrais simplement, si vous me permettez, je voudrais simplement vous dire 2 lignes. Il faut savoir que quand cette affaire est sortie en août 2011, dans les jours qui ont suivi, nous avons reçu des témoignages de gens auprès de nos services d'écoute. Je voudrais simplement vous dire 2 lignes, juste pour exprimer cette chose-là. Il dit « Je suis très inquiet de la tournure que prennent les événements. Les médecins sont là pour nous soigner et certainement pas pour nous donner la mort. J'ai rencontré aujourd'hui une personne âgée qui refuse d'être hospitalisée de peur qu'on ne la fasse mourir à son insu. Je n'accorde plus ma confiance au personnel hospitalier. » C'est ça le vrai problème de fond. C'est cette confiance qui doit exister entre soignants et soignés. Et dans les cas... Vous faisiez la même chose avec le mariage pour tous. Et c'est la réalité. C'est vous qui nous annonciez la fin de la société. C'est votre combat. Ne faites pas d'amalgame. Je vous parle des personnes âgées. On est sur la protection des personnes âgées. Oui, mais cette association, il faut quand même savoir qui elle est. L'association Vita, ce n'est pas simplement une association qui lutte, comme vous le dites. Je vous parle au nom du service d'écoute, SOS Fin de Vie. Je vous parle du service d'écoute, monsieur. On va essayer de s'écouter, monsieur Romero. Je pense que le sujet en vaut la peine. Mais c'est honnête aussi de dire quelle est cette association. Ce qui est honnête, c'est quand même d'écouter là les remontées du service d'écoute. Ce sont des faits, monsieur Romero. Ce n'est pas de l'idéologie, ce sont des faits. C'est des personnes qui disent ça. Et cette confiance, donc, pour nous, elle est essentielle parce qu'effectivement, il y a encore des cas
où il y a des douleurs physiques et il faut que la médecine continue son travail, que les gens soient mieux formés. Le cas comme celui qu'on vient d'entendre, il est dramatique, ce témoignage de cette personne, mais avec une sédation, par exemple en phase terminale bien faite, normalement, on doit pouvoir soulager au maximum les douleurs physiques. Et ce qui reste, c'est les souffrances morales qui dépendent de nous, de l'accompagnement des personnes. Et ça, on a un vrai rôle dans la société. Madame Dauge, qui vous entend, voudrait intervenir. On vous écoute. Voilà, je voudrais intervenir au sujet de la loi Leonetti. Parce que M. Leonetti dit qu'on peut très bien endormir quelqu'un pour qu'il ne se réveille pas, en fait. Ce qui n'est ni plus ni moins que l'assassiner. J'aimerais bien demander à M. Leonetti s'il voit une différence en tant que médecin entre donner des produits afin que le patient ne se réveille pas ou le fait de donner un produit qui entraîne son décès. En fait, il n'y a pas de différence. Alors ça, c'est effectivement, c'est le sujet de fond sur cette loi. Faut-il qu'elle évolue ou pas? Mais là, la question qui était posée, on ne fait pas le travail du tribunal, mais c'est quand même important. On a entendu le docteur Bonnemaison s'exprimer aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'il dit. Il dit donner le choix à la famille de prescrire ou pas prescrire, c'est délicat. C'est une source de culpabilité pour elle. Je suis désolé, Monsieur Romero, j'en reviens à ma question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un cas emblématique de votre combat qui est de faire bouger la loi Leonetti? Je vous ai dit dès le départ que c'est pas le combat de l'euthanasie, en l'occurrence. Puisque je dis l'euthanasie, il faut la volonté de la personne. En l'occurrence, elle n'est pas là. C'est au contraire celui de l'échec de la loi Leonetti, où on laisse des médecins face à eux-mêmes, puisqu'on voit bien, vous savez, cette loi Leonetti, qu'est-ce qu'elle a changé? Elle fait que, elle a dit d'un côté, il y a une bonne mort, c'est celle de la loi Leonetti. On laisse les gens mourir de faim et de soif. Et puis d'un autre côté, il y a une mauvaise mort, c'est quand un médecin donne un produit qui accélère la mort. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça fait que dans les services, les gens ont commencé à dénoncer les autres. Et c'est ce qui s'est passé pour le docteur Bonnemaison. Et je crois qu'elle a donné un très mauvais climat et on se rend compte 10 ans après que cette loi, il faut la changer parce qu'il n'est pas normal d'avoir comme ça un médecin qui se retrouve devant les tribunaux et il n'est pas normal non plus que les gens ne soient pas entendus quand ils ont des souffrances insupportables. Est-ce que vous comprenez quand même les témoignages qui sont remontés dans l'association de M. Dessos où effectivement, personne âgée, seule, fragile, isolée, qui peut s'inquiéter, qui peut se dire mais alors finalement un médecin peut décider, sans même en parler à mes proches, à ma famille, s'il lui en reste, peut décider que là je souffre trop et que finalement ce serait peut-être bien que je m'en aille. Justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est les dérives depuis qu'il y a cette loi Leonetti. L'INED nous a dit qu'il y avait 4600 euthanasies par an dans notre pays, 0,8%. Quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a à peine 1200 personnes qui l'ont demandé. Ça veut dire qu'il y a 3000 personnes qui ont été aidées contre leur volonté. Eh bien, quand il y aura une loi demain, elle permettra de respecter d'abord la volonté de la personne et de donner une procédure qui protégera aussi le médecin. Alors qu'aujourd'hui, des gens comme monsieur qui sont contre tout, eh bien, ils seront protégés. Je dis, une loi qui va légaliser l'euthanasie, ça va vous protéger et ça va rassurer ces personnes qui s'inquiètent. Alors que nous, on a aussi un service d'écoute qui s'appelle la DMD Écoute. Eh bien, nous, on entend plutôt des gens qui en peuvent plus de leur souffrance et qui à un moment disent on veut partir, on a eu notre vie, on a dit au revoir aux nôtres, on veut pouvoir fermer la lumière. Vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Dessos, de dire que finalement la loi est mal faite aujourd'hui et que peut-être que c'est ce qui renforce les inquiétudes qui vous remontent dans votre association? Alors la loi n'est pas mal faite, elle est de mieux en mieux appliquée, il faut que les gens continuent à être formés, les médecins. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas de la solution que préconise Monsieur Romero, parce qu'on a un exemple qui existe en Belgique depuis 10 ans, et cet exemple, il est dramatique pour notre pays. C'est-à-dire, 10 ans après la loi sur l'euthanasie, il y a une explosion du nombre d'euthanasies. On est passé de 230 la première année à 1800 l'année dernière, c'est-à-dire ça augmente de 25 à 30% tous les ans. Il continue à y avoir des euthanasies clandestines. Contrairement. Laissez-moi, si vous pouvez terminer, je vous ai laissé terminer. Quel est le taux d'euthanasie? De 25 à 30%. Non, mais combien de pourcentage de morts? Écoutez, 3% des morts. Si vous permettez, je vous ai laissé parler. Vous pouvez me laisser parler. Mais ne dites pas qu'il y a des dérives. Je ne dis pas des contre-vérités contre vous. Je vous en prie. Monsieur Leonetti dit la même chose. Il dit qu'il y a des dérives, y compris en Belgique. Il y a 25 à 30% d'augmentation. Non, mais pour le coup, il n'est pas de la manif pour tous. Donc vous ne pouvez pas accuser tout le monde d'avoir des arguments qui sont faux parce qu'ils ne sont pas les vôtres. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être des dérives effectivement dans les pays où c'est appliqué, ce qui ne veut pas dire que la loi est mauvaise. Je voudrais donner des faits. Il faut y réfléchir. Les dérives, c'est en France. Quand vous avez 3000 personnes qui sont aidées, qui n'ont rien demandé, vous n'appelez pas ça des dérives? Alors que dans ces pays-là, il y a des commissions. Il n'y a aucun parti politique sérieux là-bas qui demande la remise en cause de cette loi, qu'il soit à droite ou à gauche, ni en Belgique, ni au Luxembourg, ni aux Pays-Bas. Il y a un consensus, monsieur, mais allez voir, ça peut se vérifier sur Internet. Est-ce que je peux faites un fact, s'il vous plaît? Faites-le vérifier. Il y a un consensus dans ce pays, à part bien sûr des mouvements extrémistes, mais sinon, il y a un consensus de tous les partis autour de cette loi. Et 13 ans plus tard, on voit qu'il y a une loi humaine, qu'il y a une loi qui
respectent les gens, et les médecins qui étaient opposés au départ. Alors moi, je vais et vous qui donner disent d'autres aujourd'hui, faits, s'il c'est vous les plaît. morts les plus sereines. Bah alors, je voudrais vous donner que le fait. Donc, il y a une forte augmentation tous les ans du nombre d'euthanasies, sans arrêt. Deuxièmement, vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît ? Deuxièmement, il y a toujours des euthanasies clandestines importantes. Des études très sérieuses ont été faites, y compris par l'Université de Bruxelles, qui en 2012 a montré que jusqu'à 42% d'euthanasie clandestine. Catholiques, oui, vous avez raison. De 42% d'euthanasie clandestine qui étaient restés encore en vie, donc ce qui veut dire que ça ne règle pas les problèmes, que les cas sont de plus en plus larges au point de vue de l'interprétation des critères, et surtout qu'on va jusqu'à l'euthanasie des mineurs. La Belgique a voté il y a 3 mois, juste il y a 3 mois, une loi pour l'euthanasie des mineurs. Oui. Puisque la Belgique est votre modèle, Monsieur Romero. C'est factuel. Mais Monsieur Romero, s'il vous plaît, est-ce que la Belgique est votre modèle? Est-ce que vous êtes pour l'euthanasie des enfants? Bien sûr. Est-ce que vous êtes pour l'euthanasie des enfants? Dans des conditions très précises. Sans aucune conditions, mais il faut dire quelles sont les conditions. Vous savez, quand vous avez un cancer en phase terminale, que vous avez 12 ans, que vous avez un cancer en phase terminale, vous souffrez autant à 12 ans qu'à 18 ans ou qu'à 19 ans. Eh bien, les conditions, elles sont celles-là. Si l'enfant a une vraie souffrance physique, il faut l'entendre, mais ses parents doivent donner l'accord. Eh bien, quand il y a des parents qui entendent un enfant... Je ne suis pas sûr qu'en France, beaucoup de gens soient d'accord pour l'euthanasie des enfants. Un mot de conclusion pour Madame Dauge qui nous écoute et qui voulait réintervenir. Finalement, de ce procès, vous en attendez quoi, Madame Dauge? Voilà, j'en attends déjà un acquittement, ça c'est clair. Et je voulais juste dire que la dignité pour une fin de vie concerne la famille, mais surtout le malade. Et le malade, là, dans mon cas, il en a formulé la demande, il m'en a parlé. Donc j'étais certaine que mon mari ne voulait pas finir de cette façon-là. Voilà, donc il faut penser aussi aux gens qui sont autour et qui ont discuté avant avec le malade. Et ça a été formulé clairement. Voilà. Si Patricia Dauge, ça l'a été effectivement dans votre cas, peut-être pas dans d'autres, et ça pour le coup ce sera Monsieur, excusez-moi. Oui, on vous a bien entendu, madame, mais il faut conclure maintenant. Nous sommes en 2014 et en 2014 on vieillit, monsieur. Donc on vieillit et ce qui fait que finalement on souffre encore plus parce que on meurt très très vieux maintenant. Merci Madame Dauge, et on l'a bien compris. Donc c'était votre cas, ce n'est pas forcément le cas des 6 autres patients que le docteur Bonnemaison a aidé à mourir, et c'est ce que le tribunal devra décider, mais ça c'est peut-être en dehors de notre débat, un débat qui est complexe, on l'a bien compris avec vos positions, mais qui est en tout cas absolument utile pour la société. On attend toujours d'ailleurs la réforme du président de la République qu'il vous avait promise. Vous lui en avez reparlé très rapidement, très brièvement là-dessus, non? Non, j'ai écrit à Manuel Valls et on espère que cette promesse va être tenue. C'est quand même un engagement de campagne du président et un engagement des parlementaires et aussi de Manuel Valls. J'ai confiance en eux et j'espère qu'on aura avant la fin de l'année. Je crois qu'il y a énormément de Français qui pourront s'opposer à cette situation parce qu'on n'a pas envie de ressembler à la Belgique. Merci, messieurs.